Vous écoutez Lire du Dire sur Fréquence Paris Pluriel 106.3. Lire L''IRE comme colère, mais aussi comme parole qui dénonce et qui rassemble autour de la littérature parce qu'elle est le langage du monde. Et je reçois aujourd'hui Jean-Philippe Testefort. Alors Jean-Philippe, bonjour. Bonjour Carole. Merci d'être avec nous. Et puis, tu es philosophe, tu es professeur de philosophie, mais tu es également poète. On verra si ça veut dire quelque chose ou pas. Et puis, auteur de recueils, nombreux recueils, mais également de publications universitaires. Tu as déjà d'ailleurs publié un essai dans un collectif qui s'appelait Le mythe, pratique, récit et théorie et l'image au cœur. Mais également, tu as écrit un article dans l'ouvrage collectif de la destruction du savoir en temps de paix. Oui, j'étais même directeur de la publication, de celle-ci. Ouais. Voilà. Et puis, par ailleurs, tu es directeur de collection dans une maison d'édition qui publie de tout, qui s'appelle Unicité. Voilà. Oui. Donc... Alors oui, j'ai fait aussi une thèse à l'École des hautes études sur le rôle des images dans la formation de la subjectivité. Et en l'occurrence, j'ai analysé le passage de l'image, on va dire classique, pour faire simple, la peinture classique, à l'image technologique, à commencer par la photo, puis le film, la télé, etc. Très intéressant, d'ailleurs, voilà. On est en plein dedans avec la manipulation médiatique qui passe évidemment par... l'image qu'on a dans les téléphones. Donc, bien sûr. Ouais, justement, récemment, j'ai fait une soirée conférence autour d'un livre que j'ai publié dans ma collection qui s'appelle Entre deux rives, c'est-à-dire la différence entre le livre et l'écran. Parce qu'au fond, ce qu'on appelle lire, écrire, texte, livre même, peut-être que ça n'a plus tout à fait le même sens selon le modèle dominant. Et nous ne sommes plus dans une culture patrimoniale fondée sur l'écrit, nous sommes dans une culture informationnelle qui s'appuie bien entendu avant tout sur le technologique, les images technologiques. Et ça change beaucoup notre rapport au monde, notre rapport à l'incarnation, et peut-être même que ce qu'on appelle livre ne veut plus dire la même chose en fait. Voilà. Et c'est peut-être un peu en lien d'ailleurs avec le manifeste, puisque justement la question de l'incarnation est centrale, puisqu'en fait on vit toujours davantage notre rapport au monde, non seulement par rapport à ce que Debord appelait le monde du spectacle, la société du spectacle, mais peut-être encore plus ce que j'appelle moi la forme de la publicité. Voilà. C'est-à-dire que le spectacle c'est une chose, mais en fait chacun est mis en demeure non seulement de se mettre en image, en spectacle, mais de se vendre. Voilà, c'est-à-dire c'est peut-être le stade ultime de la réification, où nous devons nous vendre en permanence et au quotidien, à tel point qu'on a intériorisé ça comme si c'était une évidence. Justement, on entre en plein dans le vif du sujet. J'aimerais quand même signaler que tu es venu pour évoquer ton dernier livre, un manifeste pour un avenir non politique. Et on l'évoquera évidemment largement. Mais ce qu'on évoque des écrans, et même le fait de lire du texte sur écran, est complètement différent, tu penses, que de le lire dans un livre ? C'est différent d'abord parce qu'on n'a pas le même rapport au livre qu'à l'écran. L'écran nous stimule, il nous enjoint finalement de répondre, de le faire fonctionner. Le livre, ça demande toujours un petit effort, c'est son imagination qui fonctionne. Et il y a, ne serait-ce qu'à travers l'écran, une sollicitation par le rayonnement même. Et puis si on va au-delà, c'est vrai qu'on est quand même beaucoup plus dans une culture du slogan, de la formule brève. Même les livres s'en trouvent bouleversés, on est quand même dans la culture du how-to, c'est-à-dire... les rayons de la Fnac, je ne parle pas des vraies librairies, je parle de la Fnac Cultura, les rayons de Cultura, de la Fnac, qui on veut
On se remplit donc de livres how to, donc comment faire jouir ma femme en 5 leçons, comment élever mes enfants, comment à l'infini, quoi. Autrefois, je pense qu'on aurait lu, je sais pas, Rostand, on aurait lu des romans d'amour éternels, Roméo et Juliette, on aurait lu, voilà, pour éprouver et puis mettre sa propre imagination. Moi, je me souviens avoir vécu ça, cette différence, puisque bon, je m'en cache pas, j'ai 61 ans, donc je suis pas le perdreau de l'année. Et quand j'écoutais la musique, adolescent, les clips n'existaient pas. Et je me souviens très bien des premiers clips, et là où mes amis étaient enthousiastes, moi j'ai vécu d'abord une perte. Une perte parce qu'au fond, le clip m'enrégimentait, le clip m'amenait à voir et imaginer tel qu'il m'imposait des images. Et au fond, je me sentais plus libre sans le clip. Alors je ne dis pas que certains clips ne sont pas bien faits, certains sont très, très bien faits, c'est magnifique, ce sont de petits objets d'art, je ne conteste pas. Mais le rapport qu'on a après à la musique s'en trouve modifié. Et cette petite différence, l'air de rien, eh bien, elle te désactive, elle te rend passif. Et je crois que c'est une grosse différence entre l'écran et le livre. C'est qu'un livre, il faut rentrer dedans. D'abord, ça a une odeur, il faut lire le texte, il faut imaginer, il faut faire tout un jeu d'aller-retour de soi au texte, là où l'écran tend, hein, c'est une tendance, parce qu'on peut toujours aussi freiner, on peut toujours y remédier si on est un peu lucide, mais l'écran tend quand même à nous aligner sur ce qu'il veut nous faire voir, quoi, et dire. Et est-ce que tu penses que c'est finalement un morcellement de la globalité, par exemple, du livre ou de l'album, qui motive un fonctionnement cognitif après, chez les plus jeunes? Bah oui, une forme de morcellement. Bah, je crois que c'est une économie du désir. Historiquement, quand on fait un petit pas en arrière, on se rend compte effectivement que la culture informationnelle se met en place tranquillement au milieu du 19e. C'est aussi au milieu du 19e qu'apparaît le design. C'est aussi à ce moment-là que l'économie va se mettre à innover à partir des créations techniques. Et que, au fond, tout ce système va créer ou générer ce que j'appelle alors qui est déjà amorcé, bien sûr, dans la modernité et peut-être même dans le néolithique, si on fait un pas en arrière plus important, mais ce que j'appelle, moi, un système totalitarisant, à ne pas confondre avec les totalitarismes, même si, bien entendu, le choix de ce vocabulaire n'est pas anodin, parce qu'au fond, on peut presque considérer que les totalitarismes du XXe siècle sont un peu le prodrome ou la forme un peu avant-coureur d'une forme de domination subtile, une fabrique du consentement. On sait très bien que l'ingénierie sociale s'est mise en place au début des années 20. Et on a réussi quand même à faire, cette situation est quand même remarquable, amener des milliers, des millions de gens à avoir des désirs à peu près identiques, avec des variations infimes. Bien sûr, je peux toujours choisir entre une paire de Converse jaunes, vertes, bleues, et j'ai sans doute le sentiment d'avoir un choix, mais reconnaissons quand même que c'est un choix assez limité. Voilà. Et je crois qu'en plus, les cinq dernières années que nous venons de vivre, avec la crise du Covid, a été un révélateur pour moi extrême de cette situation, quoi. Et peut-être. Tu veux dire dans le consentement des gens à se faire entre guillemets vacciner ou oui, bâillonner, et à être eux-mêmes. Au fond, je comprends maintenant de l'intérieur comment, au fond, les peuples dans les années 30 ont pu devenir mollement fascistes. Mais quand je dis mollement, parce que ça ne répondait pas forcément à des convictions fondamentales, mais l'air de rien, on finit par accepter ce qui nous apparaîtra après coup, peut-être ce qui aurait pu paraître à froid insupportable, et on finira par justifier a posteriori. Mais oui, j'ai vu des comportements qui m'ont fait réfléchir, quoi. Au fond, je vais sans doute me faire haïr à travers ce que je vais dire, mais particulièrement chez des gens, j'appellerais des gens de gauche, des gens auprès desquels je me sentirais peut-être le plus d'affinité, mais être capable de faire des belles leçons sur le totalitarisme, sur la collaboration. Et au moment du Covid, j'ai vu des scènes, notamment dans les établissements scolaires, à faire peur, c'est-à-dire faire une leçon sur la collaboration,
un prof d'histoire, et de l'entendre hurler sur les élèves qui portaient le masque légèrement en dessous le nez. J'ai vu des collègues mettre les élèves en file indienne et mettre les mains pour recevoir comme une hostie à partir du gel hydroalcoolique. J'ai vu des scènes de fou, quoi. Et ce décalage entre la capacité d'abstraction, et je pense que là il y a quelque chose d'important sur lequel on pourra revenir, mais la capacité donc de penser en étant désengagé et se faire donneur de leçons, bien pensant, bon sentiment, et en situation de ne pas se rendre compte qu'en fait on réplique sur une autre scène autrement ce que l'on dénonce par ailleurs. Ça m'a fait froid dans le dos, ça m'a fait beaucoup réfléchir, et ça a suscité chez moi bien des réflexions, c'est sûr. Ouais. Peut-être aussi une vacuité chez les classes, enfin chez certains intellectuels qui auraient pu ne serait-ce qu'interroger le système coercitif qui s'est mis en place. Oui, ben le problème c'est qu'il y a eu beaucoup de biais cognitifs, de biais de confirmation, du genre, si je schématise un peu, je suis athée, je crois dans la science, la médecine c'est la science, je crois dans le vaccin, et donc je me fais piquer, et puis ceux qui ne sont pas piqués, eh bien, on les discrimine, il faut appeler un chat un chat. Alors bien sûr, je ne saurais dire que la discrimination des tziganes, des juifs, et tout, pendant la Seconde Guerre mondiale était l'équivalent. Mais un processus de discrimination, c'est un processus de discrimination. Et ne pas vouloir voir ça, je trouve que c'est grave, parce que, et là on le revoit de nos jours avec les ZFE, oui, il faut bien que les pollueurs ne roulent pas. Et bien sûr, un pollueur n'est pas un polluant, mais le processus de mise en case et d'abstraction, je reviens sur ce terme par lequel on pense le monde, fait que de fil en aiguille, on va passer insensiblement du pollueur au polluant. Et le polluant, qu'est-ce qu'on fait? On essaie de l'éradiquer. Hein. Je sais que je fais un peu dur, je durcis un peu les choses, mais je dessine des tendances, quoi. Voilà, et elles sont là, quoi. Et ton manifeste, alors est-ce que tu veux évoquer le manifeste? Déjà, quel est le propos de ce manifeste pour un avenir non politique? Alors, le propos, il part au fond de ce que d'une certaine façon tout le monde, avec un peu de bon sens, est capable de voir. C'est-à-dire que on vit une situation qui ressemble à ce qu'on pourrait appeler une crise systémique, c'est-à-dire que ce soit les équilibres géopolitiques, la production, la répartition des richesses, les rapports sociaux, la transmission des savoirs, les libertés fondamentales, donc leur respect, la santé, on vient d'en parler allusivement mais un peu, la qualité de l'environnement, enfin bon, tout est en souffrance. Et je dois bien avouer que je reviens aussi à ce que je disais sur les gens de gauche. Je trouve que les propositions alternatives n'en sont pas. En fond, je trouve que notamment les partis de gauche ont délaissé le monde ouvrier, la misère ouvrière dans toutes les formes qu'elle peut prendre. Et même si on a moins d'ouvriers, on n'a pas moins de gens qui bossent pour pas grand-chose dans nos sociétés. Ils se sont tournés vers d'autres luttes qui ne sont pas inintéressantes. Je pense notamment le sexisme, les combats LGBT, j'en passe des bonnes et des meilleures, qui sont des combats légitimes. Mais je crois qu'en même temps, ils ont bonné le terrain finalement à l'idéologie libérale, néolibérale, pseudo-libérale, on appelle ça comme on veut. Et au fond, ils partagent tous un peu le même présupposé. Et au fond, voilà, il y a plus vraiment de propositions nouvelles. Et c'est vrai que le manifeste ne propose pas, à proprement parler, une voie pour l'avenir, mais je pense qu'il nous met devant ce qu'il faudrait faire si on veut avoir un avenir, qui ne soit plus un avenir justement comme celui qu'on vient de dénoncer. Et certes, il a des bons côtés, mais on n'est pas là pour flatter dans le sens du poil, on est là surtout pour voir ce qui ne va pas, et donc les souffrances, les gens qui meurent de faim, les gens qui n'arrivent pas à boucler leur fin de mois, et je ne te parlerai pas de la situation géopolitique, parce que tout ça, ça va de pair. Et donc le manifeste nous met, en tout cas c'est ce que j'ai essayé de faire, il nous met devant au fond peut-être notre logique fondamentale, à savoir que nous sommes dans des sociétés politiques. Et il y a là une sorte d'évidence pour tout le monde.
tout est politique, tout serait politique. Ce que je ne crois pas. On est resté un peu sur la formule d'Aristote, l'homme est un animal politique. Mais j'ai constaté, parce que je l'ai lu après avoir écrit le manifeste, que Hannah Arendt disait déjà dans son journal de pensée que non, l'homme n'était pas naturellement politique. Alors on l'a fabriqué de telle sorte que, si je puis dire, les comportements nous semblent naturellement politiques, mais c'est un processus de naturalisation, c'est-à-dire un processus, comme disait Pascal, l'habitude comme une seconde nature, c'est-à-dire un processus d'incarnation, même d'incorporation et même d'incarnation des modes d'être et de la régulation politique qui nous paraît absolument évident ou évidente. Et c'est ce que je conteste, c'est-à-dire que les hommes n'ont pas toujours vécu politiquement. Même en mode politique, je vais faire après la différence un peu entre le et la politique. Même en mode politique, tout, jusqu'à une époque assez récente, n'était pas politique. Ne serait-ce que parce qu'il y avait des résistances, parce que le politique s'est mis en place sur quelques millénaires, ce qui, à l'échelle de l'humanité, représente finalement les quelques dixièmes de seconde, ou quelques dernières secondes. Mais à partir de la modernité, il y a eu incontestablement une accélération, à partir du 18 et 19e également. Et on tient pour acquis que tout serait politique. Alors c'est vrai et c'est faux. C'est vrai au sens où quand l'organisation politique est devenue le modèle ou le paradigme d'organisation des hommes, il régule à un degré ou à un autre toutes les autres composantes de la vie. Mais toutes les autres composantes de la vie sont animées par bien d'autres comportements, valeurs, ressorts que des ressorts politiques. Alors pendant longtemps, ça s'est pas forcément beaucoup vu parce que justement le politique était compensé par des traditions, les corporations, même les morales religieuses, les morales familiales, contre lesquelles justement, et à certains endroits il fallait le faire, c'est pour ça que toute l'ambiguïté est là, mais finalement la modernité s'est battue, et à mesure qu'on va vers notre époque, au fond, le politique a élimé tout, érodé tout, et a pris la place de tout, et finalement tout est devenu à un degré ou un autre politique. Mais ça ne veut pas dire pour autant qu'il n'y a pas des restes, et ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas, je dirais, réactiver en nous bien d'autres ressorts. Et quand je parle donc de non-politique, il faut être clair là-dessus. Ce n'est pas au sens où on pourrait parfois le comprendre, parce qu'il y a des courants, notamment des courants de droite, parfois même d'extrême droite, qui vont un peu dans ce sens-là. Mais il faut pas se tromper. Au fait, ce qu'ils veulent, c'est pas un paradigme non politique. Ce qu'ils veulent, c'est au fond la fin de la politique, au sens où l'ordre tel qu'il est, eh bien, au fond, il faudrait qu'il perdure et qu'on ne remet pas en cause les rapports de force fondamentaux qui président à l'organisation dans laquelle nous sommes. C'est-à-dire qu'ils veulent la fin du politique pour un totalitarisme. Eh ben, c'est ça, mais on sait un peu à ce à quoi on assiste. On assiste effectivement à une dépolitisation de la vie publique. J'entendais l'autre jour un journaliste qui avait quitté la France pendant une petite dizaine d'années et qui disait qu'au café, encore, il y a 10 ans, 7 ou 10 ans, on discutait politique, dans les familles, etc. Et il constatait de retour, en plus il y a eu la crise Covid là-dessus, où il y a eu tellement de tensions dans les familles que maintenant on fait attention. Eh bien les gens ne parlent plus politique, on ne débat pas, on ne se bat pas, on ne se chicane plus sur la politique, au contraire on se fait des soirées en disant surtout on ne parlera pas de politique. Dans les familles c'est la même chose. Et je trouve que c'est un symptôme fort, effectivement, de processus de totalitarisation. Parce qu'au fond, mais c'est presque, à mon sens, aussi, c'est consubstantiel du politique, justement. J'en suis venu à revisiter Hobbes. Et Léviathan. L'homme est un loup pour l'homme. Oui, pour mais, nos auditeurs. Oui, l'homme est un loup pour l'homme, mais surtout l'idée qu'au fond, la forme politique peut-être la plus achevée, c'est l'absolutisme. C'est-à-dire quand on a établi un rapport de force,
et que ce rapport de force distribue les biens, les honneurs, les passe-droits et les interdits, et qu'on le statufie, on l'arrête, voilà, c'est comme ça, et puis maintenant on veut la sécurité, et hop, c'était cohérent à ce niveau-là. À partir du moment où je vous assure un minimum de prospérité et la sécurité, vous me remettez pas en cause. Et c'est ce que les gens font un peu dans nos sociétés. Ils veulent la sécurité à tout prix, et surtout ils craignent par-dessus tout le déclassement. Alors un sentiment d'insécurité très largement entretenu, mais en tous les cas dans lequel ils sont, sentiment d'insécurité plus peur du déclassement, fait que ça y est, on réagit plus, et on s'est arrangé bien entendu pour faire qu'on ne réagisse plus, parce que le système totalitarisant, c'est aussi un système complètement intégré. Quand on y réfléchit 20 secondes, dire non, s'opposer, prendre la parole, c'est prendre le risque de voir les impôts arriver, c'est prendre le risque éventuellement d'être licencié, on a des bouches à nourrir, on a des crédits, on est complètement intégré, à tel point même que j'avais imaginé un jour, rien que ça, aller tout ce que ça poserait comme problème, et on revient un peu sur ce qu'on disait sur la technologie tout à l'heure, si je voulais passer, mettons, de Paris, partir de Paris et aller passer un week-end en Normandie sans que personne ne le sache. Au fond, ça serait mon droit, au fond, d'accord, je ne compte pas commettre quoi que ce soit de malhonnête, voilà, mais au fond, mon droit, c'est d'aller passer un week-end en Normandie tranquille, tout seul, sans que personne ne le sache. Si on y réfléchit 20 secondes, on va se rendre compte que c'est quasiment impossible. Quasiment impossible. C'est-à-dire qu'à un moment ou un autre, on sera repéré, fléché. Faut que tu laisses ton téléphone. Faut que tu laisses ta carte de crédit. Voilà. Si t'en as une. Il ne faut pas que tu passes sur les autoroutes. Non, pas d'autoroute. Pas des endroits où il y a des caméras. Je t'en passe. Tu peux pas aller à l'hôtel. Aller à l'hôtel, etc. Tu te rends compte, au fond, un acte aussi simple que celui-ci. Voilà, et sans arrière-pensée, autre que je vais me passer un week-end en Normandie tout seul, et je ne veux avoir de compte à rendre à personne. C'est comme le droit le plus fondamental d'un être humain, il me semble, tu vois. Liberté de circulation. D'ailleurs, la liberté de circulation en France, et je reviens un petit peu sur justement les zones qu'on est en train de mettre en place, là, qui est en France un des droits les plus fondamentaux. C'est la raison pour laquelle on n'a pas le droit de privatiser les berges, on n'a pas le droit de privatiser les côtes, c'est parce que ça fait partie des droits les plus fondamentaux, la liberté de mouvement, la liberté de déplacement sur laquelle on est en train de revenir. Alors, en tous les cas, ce droit de me déplacer librement, et je me rends compte au fond que il n'est pas possible. Alors bien sûr, on pourrait toujours dire, comme Pasqua disait, mais si t'as rien à se reprocher, où est le problème d'être surveillé? Mais j'ai pas envie d'être surveillé, c'est quand même mon droit aussi. Tout à fait. Voilà. On va écouter Oxmo Puccino, justement, que j'ai mal au mic, et c'est extrait de l'album L'amour est mort. J'ai mal au mic, c'est la seule tristesse que je ressens. Tu m'as planté dans le dos, y'avait pas de sang. Car c'est du son qui coule dans mes veines en BPM. Musique des mamies lady, sans belle mélodie mec. Auditeurs et spectatrices, applaudissez ce charismatique pratiquant du rap magique. Je marche dans la ville, un Walkman et un pack de plis pour pas être en panne dans la cabane en 4. Kidnapping, assise dans la banane au chaos. Tu croyais que j'allais sortir du ring au premier chaos. Je reviens te tuer sapé en arbitre. Je délivre un titre pour suicidaire averti. Carabine à air déprimé, cherche tant pis. Passe la green, peace, assez pour 10 cendriers vides. Mes songes en profondeur, sans escale ni scaphandrier. Gris dans ma ville, il fait tout le temps à cause des pots d'échappement. La musique est ma porte d'échappement. Chaque note m'apporte un rythme cardiaque. Suffit que le beat reparte pour que mon mic batte. J'ai mal au mic, c'est la seule tristesse que je ressens. Tu m'as planté dans le dos, y'avait pas de sang. Car c'est du son qui coule dans mes veines en BPM. Musique des mamies lady, sans belle mélodie mec, j'ai mal au mic. C'est la seule tristesse que je ressens. Tu m'as planté dans le dos, y'avait pas de sang. Car c'est du son qui coule dans mes veines en BPM. Musique des mamies lady, sans belle mélodie mec. Et ça fait 1, encore moins 2 pour le 3e couple. Je suis jamais parti mais toujours de retour. Lumière à l'horizon, on traîne en bas des tours. J'étais hier, vite été hier, de thé à la menthe, on pense à nos potes pas morts de vieillesse. Mes sujets sont plus graves qu'une basse, la musique les élève, mes lèvres célèbrent celle qui n'est qu'une longue trêve de plaisanterie. La vie est courte et cette salope est unique, ironique, son mérite d'être vécu.
pas venu étaler nos souffrances. J'ai pas que ça à faire, frère. Mes thèmes viennent de la souffrance même. Je sais qu'avant de tirer, tu respires un grand coup. Connais-tu lorsqu'on te braque cette douleur qui te prend le pouls? De partir, je m'en fous. Je crains que la manière. Ce monde n'est pas le mien. Même si je m'en sors bien, j'ai mal au mic, c'est la seule tristesse que je ressens. Tu m'as planté dans le dos, y'avait pas de sang. Car c'est du son qui coule dans mes veines en BPM. Musique, t'es ma milady, sans belle mélodie. Mec, j'ai mal au mic, c'est la seule tristesse que je ressens. Tu m'as planté dans le dos, y'avait pas de sang. Car c'est du son qui coule dans mes veines en BPM. Musique, t'es ma milady, sans belle mélodie. Mec, j'ai mal au mic, c'est la seule tristesse que je ressens. Tu m'as planté dans le dos, y'avait pas de sang. Car c'est du son qui coule dans mes veines en BPM. Musique, t'es ma milady, sans belle mélodie. Mec, j'ai mal au mic, c'est la seule tristesse que je ressens. Tu m'as planté dans le dos, y'avait pas de sang. Car c'est du son qui coule dans mes veines en BPM. Musique, t'es ma milady, sans belle mélodie. Mec. Fréquence Paris Pluriel, 106.3, émission littéraire. Je suis avec Jean-Philippe Testefort. On évoquait son manifeste pour un avenir non politique et je pense qu'on a opéré un rapprochement intéressant entre le politique et finalement la médiatisation ou l'informatisation, l'uniformisation des choses. Est-ce que le politique n'a pas tendance à s'être fondu justement dans ces instances médiatiques et informatiques? Est-ce que tout n'est pas en train de changer au niveau de ce paradigme politique qui n'est plus du tout palpable comme avant, malgré le fait qu'on a encore des sacrées têtes de... Voilà, mais est-ce que ça change pas? Tu parlais de culture informationnelle, et est-ce que tout ça, finalement, c'est pas en train de se fondre et d'ouvrir des champs de manipulation qui font que le politique agit à d'autres niveaux? Il agit justement là où il me semble justement qu'on a à réfléchir. Il agit directement sur le plan des conduites. C'est-à-dire, c'est là que le modèle politique ou le mode politique est devenu redoutable. C'est-à-dire qu'il innerve, il active les conduites dans leur spontanéité la plus directe. Et c'est ce qu'on appelle bien sûr la fabrique du consentement, mais il travaille au fond, il travaille sur les faiblesses de l'homme, le plaisir, la facilité, la rapidité. Ça peut paraître brutal ce que je veux dire, mais au fond, est-ce qu'il peut y avoir une émancipation qui ne soit pas un effort, qui ne demande pas un effort, qui ne soit pas d'une certaine façon une forme de souffrance? J'ai un peu de mal à y croire. Et donc oui, d'ailleurs on peut le voir, je dirais de manière très concrète, et l'avènement de Trump en est un bel exemple. C'est-à-dire que même si je pense que Biden n'était pas mieux à ce niveau-là, vraiment je ne serais pas ni pour l'un ni pour l'autre, hein, mais le fait que les grands de latex soient mis derrière Trump, ce qui est d'ailleurs très très, enfin je dirais c'est ambigu, parce que par d'un côté Musk qui libère X, qui avait quand même été très largement censuré, mais alors pourquoi en seconde main, ça, j'attends de voir. Je suis pas sûr que les intentions soient forcément absolument nobles, mais c'est vrai qu'on est dans un système où l'information et la communication sont devenus sont des instruments de guerre, littéralement, hein, absolument. Ouais. Et c'est la raison pour laquelle justement je mets beaucoup l'accent dans le manifeste sur un changement un petit déplacement dans l'éducation, parce que tout ça se passe sur le plan de l'imaginaire. Et au fond, très largement, l'imaginaire de nos sociétés, il est un peu livré à lui-même,
d'abord parce qu'il est soumis justement à toutes ces grandes entreprises médiatiques. On sait très bien le rôle du soft power américain dans la façon de façonner les esprits. Je pense juste à une chose, on a fini par considérer que, là encore au risque de déranger, mais on a fini par considérer que on devait la victoire contre le nazisme aux Américains, et on chante les louanges des Américains et des Anglais qui sont venus nous libérer. Si on a 2 doigts de conscience critique historique, on saura que De Gaulle n'était pas pour le débarquement américain et anglais, qu'il n'a lui-même n'est pas revenu en France d'ailleurs à cette occasion, il est revenu après, qu'il n'a jamais commémoré ces grandes dates, qu'il s'en méfiait, il voyait même un processus de colonisation de la part des Américains et des Anglo-Saxons, qui avait effectivement pour projet quand même de mettre une monnaie coloniale, de retirer certains bouts du territoire français pour l'Italie et pour la Belgique, etc. Bon, De Gaulle, après, moi je suis pas un fan de De Gaulle, hein, c'est pas ça, mais je suis pas là pour faire du gaullisme, mais tout ça pour dire que c'est un bel exemple de réécriture de l'histoire, et on a fini par oublier même que les Russes avaient eu 27 millions de morts, qu'on leur doit comme une fière chandelle. Enfin bon, là, c'est intéressant de voir comment finalement en direct ces recompositions se font. Et c'est en ça que notre époque est aussi fascinante, c'est parce qu'au fond, autrefois, il fallait des décennies, parfois plus que ça, pour apercevoir les mouvements généraux, pour les ressaisir, alors que là, sur quelques années, alors quelques générations pour le changement, je dirais, de paradigme, quand on est passé justement du patrimonial à l'informationnel, mais même sur quelques années, on voit comment finalement on malaxe les esprits, comment justement ce fameux terme, le narratif. Oui, c'est ça, le narratif, j'allais t'en parler. On fabrique du narratif. Et est-ce que c'est pas le terrain de jeu du politique maintenant de fabriquer du narratif ? Ah bah ça a toujours été le terrain de jeu du pouvoir. Il faut avoir ça en clair. D'ailleurs, même dans les sociétés mythiques. Mais quelle différence tu fais entre le pouvoir et le politique ? Il n'y a pas de pouvoir possible sans une forme d'unité. Et qu'est-ce qui confère l'unité ? C'est une certaine façon de se raconter, ou voire de se la raconter. Voilà. Sauf que, si tu veux, où j'en viens encore sur les questions de l'imagination, au fond, c'est une ruse, une narration. C'est-à-dire, c'est un dispositif inventé par les hommes, justement pour fédérer. Dans les sociétés mythiques, personne n'est détenteur de la parole mythique. C'est une parole que l'on suppose avoir été prononcée par des ancêtres qui sont eux-mêmes des esprits. Tout au plus, rappelle-t-on aux jeunes générations, mais on n'est pas là pour embrouiller, tout le monde se reconnaît, personne n'émerge. Une des convictions qui est forte chez moi, justement, c'est quand on fait le lien justement entre avènement des sociétés politiques au néolithique, peu de temps après l'invention de l'écriture, la linéarité qui va avec justement les grandes religions révélées, avec un début et une fin, on sort du temps cyclique. Est-ce que, même avec les sciences historiques, il est possible d'avoir un narratif qui ne soit pas, finalement, toujours plus ou moins à la gloire des puissants? Est-ce que, c'est vrai que ce propos peut paraître un peu réducteur, hein, ce propos de Simone Veil qui disait que l'histoire, c'est toujours le récit des assassinats faits par les assassins. Alors c'est sûr, c'est un peu cinglant parce que c'est un peu réducteur, et parce que heureusement avec les Lumières, tout n'est pas acheté, heureusement. Il y a eu une science historique, etc. Mais au fond, est-ce que la science historique ne fait pas toujours que récupérer après coup, quand il n'y a plus personne? Est-ce que c'est pas toujours pleurer sur des tombes, quoi? Et donc, je dis pas que c'est inutile, hein, mais au fond, on ne fait toujours que sursoir, on est une sorte un peu de fuite en avant, et on crée de nouvelles souffrances, de nouveaux morts qu'on récupérera, et puis on viendra pleurer, on fera des commémorations, mais pour d'autres morts dans d'autres configurations, et puisque ça ressemble pas tout à fait, alors on considère que, comme de nos jours, on considère qu'on n'est pas dans un mode
totalitaire, alors qu'en fait on l'est, mais avec d'autres ingrédients, d'autres techniques, beaucoup plus fines, beaucoup plus subtiles. Et là, effectivement, on rejoint ta question, le rôle justement de ce qu'on appelle les nouvelles technologies, qui ne sont plus des nouvelles technologies, ou qui sont nouvelles dans la mesure où elles sont toujours nouvelles. Voilà. Il y a une accélération perpétuelle de la nouveauté, et on le voit très bien avec l'IA. Donc le narratif... ne pas être dupe du narratif, c'est-à-dire à la fois accepter qu'on ait besoin de se raconter quelque chose, et en même temps ne pas être dupe de ce narratif, c'est-à-dire de ce qu'il induit en termes de comportement, de façon de penser. Il me semble que il faut faire un travail de ce que j'ai appelé, d'ailleurs c'est le titre de ma collection, un travail d'imagination critique. Voilà. C'est-à-dire que on a pensé la dimension critique avant tout sur le mode de la connaissance. Et c'était très bien. Mais la connaissance, c'est la rationalité, c'est du rapport. Donc l'abstraction en tendance. Et qu'est-ce qu'on voit ? On voit que ça produit une élite, que ça scientifie les esprits, mais très rapidement, on arrive à, je dirais, une pensée un peu caricaturale, la cause et de l'effet, mais au fond, le terrain de l'imaginaire est livré à lui-même. Ceux qui ont la chance, parce que les parents sont un peu avertis, donc pour les enfants, d'être formés, je ne sais pas, à la musique, à la peinture, etc., mais surtout dans une pratique plus que dans une relation, à mon sens, esthétique, éprouvent les choses, apprennent à naviguer dans l'invisible, pour parler comme Paul Klee, et parce que c'est à cet endroit-là que ça se passe. C'est-à-dire arriver à être dans cet entre-deux, c'est-à-dire accepter d'être humain, c'est-à-dire accepter d'avoir besoin de se raconter quelque chose, et en même temps ne pas être dupe de ce qu'on nous raconte, c'est-à-dire être toujours dans cette distanciation brechtienne, au fond. Voilà. Donc la conscience critique sur un plan intellectuel, elle est nécessaire, mais si elle ne s'étaye pas sur un corps critique, une chair, une incarnation critique, dans son rapport le plus immédiat, alors elle peut être, même cette conscience critique, devenir le vecteur des intolérances. Et le nombre de gens intellectuellement et extrêmement équipés que j'ai trouvé, passe-moi l'expression, extrêmement con ces dernières années, ça fait peur, quoi. Et d'ailleurs, je ne sais plus quel est l'auteur qui avait écrit un livre ces dernières années, il faisait la différence justement entre être bête et être con. Et il le mettait là, il disait au fond, être bête, au fond, il y a toujours eu des simplets, la bêtise c'est souvent une forme d'insuffisance, on peut toujours y remédier dans ce cas, mais la connerie c'est tout autre chose. La connerie, il peut y avoir des cons à haute valeur ajoutée, des cons très sophistiqués, parce qu'au fond, ce sont tous les biais cognitifs, les biais de confirmation, et la conscience critique à ce niveau-là, il faut bien reconnaître qu'elle est un peu courte. Alors, certes, on a privilégié, même au niveau, je dirais, une grande partie de la population, ce développement de la conscience critique, même si depuis maintenant quelques dizaines d'années, on pourrait revenir dessus. Mais je pense que dans la logique du mode politique, il ne faut pas y voir de l'angélisme. Le développement des sociétés et le développement, je dirais, des profits de ceux qui nous gouvernent appelait un degré de développement des consciences supérieures, des compétences. Et au fond, c'est pas pour le bien des hommes qu'on a fait ça, c'est parce qu'on en avait besoin. Et j'en suis venu à penser que politiquement, on prend toujours des décisions, à mon sens, c'est plus ou moins masqué, c'est plus ou moins large, plus ou moins étroit, mais toujours plus ou moins pour des intérêts privés. Et si les décisions que l'on prend pour satisfaire les intérêts privés ont des conséquences plus favorables pour une partie de la population, c'est très bien. Mais au fond, je pense que c'est pas c'est pas la visée. Voilà, et je crois que c'est ça qui nous a rendu un peu dupes là sur ce qu'on appelle les 30 glorieuses. Quand on était en Occident, finalement, on a vécu un peu sur un rêve, et on a pu croire que finalement on était parti pour un avenir meilleur, des jours fastes, rayonnants, critiques, intelligents, créatifs. J'en viens de plus en plus à me dire qu'au fond on nous a bien bernés, entre guillemets, même s'il s'est produit des choses importantes, et qu'il faut aussi apercevoir le verre à moitié plein.
je crois que, pas d'angélisme, en fait. J'en suis venu à penser, hélas, parce qu'au fond, j'ai pas pensé toujours comme ça. C'est vraiment à force de réfléchir et puis de participer à la vie, parce que moi, je suis pas un penseur enfermé dans mon cabinet. D'ailleurs, je me définis pas comme un écrivain, je me définis comme quelqu'un qui cherche en permanence. Et je cherche à travers mes relations, mon enseignement, mes fréquentations. Et au fond, je suis une éponge et j'ai besoin de le rendre. Ça marche comme ça. Et je pense, oui, qu'au fond, le politique n'arrange que ceux qui ont ceux qui peuvent confisquer la décision et les moyens de la mettre en œuvre. Et justement, le manifeste pour un avenir non politique est situé à cet endroit-là. C'est-à-dire que non politique ne signifie pas absence de politique, on en parlait tout à l'heure. On va évoquer qu'est-ce que tu entends par non politique. On va faire une pause. D'accord. On écoute justement Kerry James avec sa lettre à la République. Lettre à la République, à tous ces racistes à la tolérance hypocrite qui ont bâti leur nation sur le sang, maintenant s'érigent en donneurs de leçons. Pilleurs de richesses, tueurs d'Africains, colonisateurs, tortionnaires d'Algériens. Ce passé colonial, c'est le vôtre, c'est vous qui avez choisi de lier votre histoire à la nôtre. Et maintenant vous devez assumer, l'odeur du sang vous poursuit même si vous vous parfumez. Nous les Arabes et les Noirs, on n'est pas là par hasard, tout arrivé à son départ. Vous avez souhaité l'immigration, grâce à elle vous vous êtes gavé jusqu'à l'indigestion. Je crois que la France n'a jamais fait la charité. Les immigrés ce n'est que la main d'œuvre bon marché. Gardez pour vous votre illusion républicaine de la douce France bafouée par l'immigration africaine. Demandez aux tirailleurs sénégalais et aux harkis qui a profité de qui. La République n'est innocente que dans vos songes. Et vous n'avez les mains blanches que dans vos mensonges. Nous les Arabes et les Noirs, on n'est pas là par hasard. Tout arrivé à son départ. Mais pensiez-vous qu'avec le temps, les négros mutrés finiraient par devenir blancs? Mais la nature humaine a balayé vos projets. On ne s'intègre pas dans le rejet. On ne s'intègre pas dans les ghettos français parqués. Entre immigrés, faut être censé. Comment pointer du doigt le repli communautaire que vous avez initié depuis les bidonvilles de Nanterre? Pyromane et pompier, votre mémoire est sélective. On n'est pas venus en paix, votre histoire est agressive. Ici, on est mieux que là-bas, on le sait. Parce que décoloniser, pour vous, c'est déstabiliser. Et plus j'observe l'histoire, moi je me sens redevable. Je sais ce que c'est que d'être noir depuis l'époque du cartable. Bien que je ne sois pas ingrat, je n'ai pas envie de vous dire merci. Parce qu'au fond ce que j'ai ici, je l'ai conquis. J'ai grandi à Orly, dans les favelas de France. J'ai fleuri dans les maquis, je suis en guerre depuis mon enfance. Narcotrafic, braquage, violence, crime. Que font mes frères si ce n'est des sous comme dans Clair Stream? Qui peut leur faire la leçon? Vous, abuseurs de biens sociaux, détourneurs de fonds, de vrais voyous au costard, bande d'hypocrites. Est-ce que les Français ont les dirigeants qu'ils méritent? Au cœur des débats sans cœur, toujours les mêmes qu'on pointe du doigt dans votre France des rancœurs. En pleine crise économique, il faut un coupable. Et c'est en direction des musulmans que tous vos coups partent. Je n'ai pas peur de l'écrire, la France est islamophobe. D'ailleurs, plus personne ne s'en cache dans la France des xénophobes. Vous nous traitez comme des moins que rien sur vos chaînes publiques. Et vous attendez de nous qu'on s'écrive vive la République. Mon respect se fait violer au pays dit des droits de l'homme. Difficile de sentir français sur le syndrome de Stockholm. Parce que moi je suis noir, musulman, banlieusard et fier de l'être. Quand tu me vois, tu mets un visage sur ce que l'autre France déteste. Ce sont les mêmes hypocrites qui nous parlent de diversité, qui expriment leur racisme sous couvert de laïcité. Rêve d'un français unique avec une seule identité. S'acharne à discriminer les mêmes minorités face aux mêmes électeurs. Les mêmes peurs sont agitées. On oppose les communautés pour cacher la précarité. Que personne ne s'étonne si demain ça finit par péter. Comment aimer un pays qui refuse de nous respecter? Loin des artistes transparents, j'écris ce texte comme un miroir. Que la France s'y regarde si elle veut s'y voir. Elle verra s'envoler l'illusion qu'elle se fait d'elle-même. Je suis pas en manque d'affection, comprends, je n'attends plus qu'elle-même. Fréquence Paris Pluriel 106.3, lire du dire émission littéraire. Et je suis avec Jean-Philippe Destefort, poète, philosophe, directeur de collection. On évoque son manifeste pour un avenir non politique. Alors on était sur le non politique et tu vas nous dire ce que tu entends par non politique.
Alors, ce que j'entends par non politique, comme je le disais tout à l'heure, non politique, ce n'est pas donc la fin du politique au sens où l'entendent ou aimeraient le voir à l'œuvre un certain nombre de gens de droite, extrême droite, ou l'hypercentre, qui est au fond une autre forme de pensée totalitaire à mon sens. Non politique, d'abord il faut l'entendre au sens où on parle des géométries non euclidiennes. C'est-à-dire c'est un autre modèle, pour pas dire un autre paradigme, un terme un peu pédant, mais un autre modèle. Donc ce n'est pas anti-politique, ce n'est pas non plus anté-politique, c'est-à-dire avant la politique, on ne revient pas en arrière, même si on peut s'inspirer des sociétés qui n'étaient pas politiques, parce que finalement dans l'humanité, les hommes ont toujours été très, très futés, et les hommes du passé bien plus parfois sur certains points qu'on l'imagine. Donc un modèle non politique, c'est l'idée suivante, c'est l'idée que on a créé donc, si on simplifie, à partir du néolithique des sociétés progressivement politiques. Les sociétés politiques se fondent sur un rapport de force, donc c'était une certaine gestion de la guerre. Les guerres ont toujours existé entre les hommes. Sauf que là où pendant très longtemps les hommes ont essayé de contenir la guerre à travers le don, le contre-don et même ce qu'on appelle l'esclavage lignagé. L'esclavage lignagé, c'est quand effectivement il y avait guerre, qu'on n'avait pas pu l'éviter et qu'un clan l'emportait sur l'autre et les vaincus étaient faits esclaves, mais ils n'étaient pas faits esclaves de façon irrémédiable, ils étaient peu à peu réintégrés dans le lignage. Ils étaient réintégrés dans le groupe, dans le collectif, ils refaisaient partie du tout. Et donc la guerre a toujours été un fait anthropologique. Mais la gestion de la guerre, en revanche, ça c'est très culturel, si je puis dire. Et là où donc, pour faire simple, les sociétés mythiques faisaient tout pour éviter la guerre, et faisait tout pour éviter l'initiative individuelle qui peut amener la guerre, faisait tout pour ne pas individualiser les raisons des conflits, même à l'intérieur d'un groupe. Donc les conflits, les guerres ont toujours été là potentiellement, sauf qu'avec le politique, on en a fait le moteur, si je résume un peu la chose. On a fait le moteur à travers des formes très, très différentes, bien sûr. La forme les plus évidentes, c'est la conquête, bien sûr, et les territoires, les empires, bien entendu. On a commencé un peu comme ça. Mais la guerre, on l'a développée à tous les niveaux. La concurrence. Par exemple, j'ai beaucoup de mal à faire comprendre à mes élèves que on peut faire ce qu'ils appellent du sport sans faire du sport. Le sport est fondamentalement un geste guerrier. Il faut appeler un chat un chat. Et ils ont du mal à concevoir qu'on puisse aller courir sans se dire qu'on va faire du sport, être dans une dynamique qui n'a rien à voir avec ça. Et donc le politique, je dirais, les effets délétères justement du rapport de force, donc de l'exclusion, parce que c'est l'un gagne, l'autre perd, donc c'est un système qui se rehausse par la diminution, par l'amputation, a été donc cette façon de fonctionner a été atténuée par ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire toutes les traditions qui justement atténuaient cette brutalité. Foucault a développé de très belles choses. Au fond, c'est à partir quand même de l'État moderne que le pouvoir s'est fait, on va dire, régulateur des comportements. C'est lui qui a dessiné la conduite des conduites. Mais pendant très longtemps, le roi, il était dans son château, il était loin. Les fonctionnaires du roi, on les voyait de loin de temps en temps. Mais dans son coin, le paysan de la Creuse, l'État, qu'est-ce que ça représentait pour lui? C'était très, très, très lointain. Et à mesure donc que nos sociétés se sont développées, qu'on est allé vers des sociétés toujours plus politiques, et donc l'accent c'est vraiment la modernité, et en particulier à l'issue donc de la première révolution industrielle au 19e, etc. Là, on s'est mis à politiser, je dirais, tous azimuts, et on en est venu de nos jours effectivement à faire que tout est affaire de conflit, tout est affaire
de concurrence, et je crains que dans cette logique-là, que ça soit dans les rapports interindividuels, mais même dans le rapport à soi, avec toute la psychiatrisation, je dirais, de la vie sociale, c'est des déchirements internes, les équilibres même personnels sont presque devenus impossibles, il faut passer par la pharmacie, il faut passer par les camisoles chimiques, les rapports aux autres, j'en parle pas, les élèves et les jeunes le disent, on se calcule, ils n'arrêtent pas de se calculer, et pour moi il y a une chanson qui est très exemplaire de celle-ci, c'est Booba qui fait une très belle chanson. Le rythme est très entraînant. Enfin, moi, je l'écoute, j'ai envie de danser. Mais concrètement, qu'est-ce qu'il dit à sa copine qui va larguer? Il dit « Je t'avais validé ». Je l'avais validé. C'est lourd quand même. Valider, c'est de la logique. Hein, c'est du rapport. C'est plus de la relation, c'est du rapport. On valide. Bon, voilà, c'est quand même très symptomatique qu'il dise ça. Et c'est pas une critique contre Booba. Je trouve ça au contraire très, très intéressant qu'un rappeur contemporain, même si maintenant il fait partie un peu des vieux, mais quand même. Il va être content. Mais voilà, il est justement. D'ailleurs, je dis il va être content. C'est aussi le diktat de la jeunesse. Il faut être comme si. Pas trop ceci, pas trop cela, voilà. On est vieux ou les femmes vieilles quand même assez tôt, mais c'est évidemment des normes qui sont édictées par la sphère sociale, donc politique et économique, évidemment. Bien sûr, il y en a tout segmenté. Pour créer des niches à pognon, que ce soit la petite enfance, que ce soit les EHPAD. Être un vieux, au fond, si ça rapporte pas dans les EHPAD, c'est du rebut, au fond. Et donc, ce sont tous les liens intergénérationnels. Moi, je vois, là, je commence à rentrer, j'ai 61 ans, je commence à rentrer dans la vieillesse. Bientôt, tu ne seras plus du tout économiquement intéressant. Bien sûr, mais pourtant, j'aperçois combien, au fond, je suis heureux de vieillir, parce qu'au fond, ce qu'on a apporté au monde quand on a 60 balais, par rapport à 30, c'est autre chose. Et perdre tout ça, je pense que c'est dangereux. Donc, le manifeste non politique... Alors, non politique, mais quoi? Alors, non politique, ça veut dire quoi? Ça veut dire que, de toute façon, les relations... Au fond, le politique, par le rapport de force, il crée des relations d'extériorité. Et plus il se développe, plus les relations d'extériorité deviennent calculées, c'est-à-dire que la concurrence est à tous les niveaux. Et donc l'idée d'un paradigme non politique, c'est non pas supprimer la politique, mais aller vers une société où on ferait de la politique, en jugulant autant qu'il est possible justement la capture de la décision et des moyens de la mettre en œuvre. C'est-à-dire faire une politique qui se retourne contre vers l'être. Oui, vers l'être, et donc qui se retourne contre ses propres présupposés. Et c'est parfaitement imaginable. C'est même au fond extrêmement réaliste, parce que si je faisais un lien, je pourrais le faire avec l'anarchie. Et je sais très bien que l'anarchie a très mauvaise presse. Mais enfin, quand on voit aussi comment on l'a discrédité, si, pour la population en général. Oui, bien sûr. Oui, tout à fait. Il y a même un adjectif. C'est anarchique. C'est très péjoratif, malheureusement. C'est le bordel. Alors que pas du tout. C'est tout sauf un état de déliquescence des rapports. Et... Je ne sais plus quel est ce penseur anarchiste anglo-saxon. Le nom m'échappe, mais qui dit que l'anarchie, c'est pas un modèle idéal de société, c'est essayer de penser l'organisation des hommes très concrètement à partir de leur vie quotidienne. Enfin, l'anarchie, c'est extrêmement réaliste. Au fond, l'anarchie, quand c'est pensé et pas mal pensé, ou en tous les cas pas frelaté comme la récupération politique tend à vouloir le faire croire. Ouais. Mmh. Tout à fait. Donc, ton manifeste, et puis peut-être... un jour, si tu veux peut-être nous lire un extrait, et puis un jour imaginer des mises en pratique. Je pense qu'en fait, il n'y aurait pas grand-chose à faire. Ça serait... C'est rassembler les gens autour de ce désir. Oui, d'une part, et puis il y aurait une petite différence, si tu veux, qui générerait un effet papillon. Il ne s'agit pas de révolutionner le monde, il faut partir du monde tel qu'il est, mais si on commençait par essayer de recenser quels sont les pivots les plus importants en termes de décision, et s'arranger pour que justement il ne puisse plus y avoir de confiscation, pour que de fil en aiguille, on revienne à des choses qui soient simples, faire que les engagements des citoyens, etc. Je pense que
plus le problème d'éducation. Je pense qu'il ne faudrait pas, surtout avec les moyens que nous nous sommes donnés d'un point de vue technologique, qui ont des beaux côtés, il ne nous faudrait pas des décennies et des décennies pour changer la face du monde, j'en suis convaincu. Sauf que de nos jours, on n'a pas le droit de penser ça, on n'a pas le droit de proposer. Le manifeste, il est surtout là pour ça, pour proposer, voilà, pour secouer un peu les consciences et dire mais si on peut inventer d'autres choses, heureusement, sinon on se met une balle tout de suite, quoi. Si le but du jeu c'est être celui qui entube le plus l'autre, moi j'ai pas envie de vivre ça, quoi, très, très clairement, quoi. Voilà. Alors tu veux nous lire un extrait, vas-y. Ah bah écoute, je vais Manifeste pour un avenir non politique. Je vais lire la fin du manifeste, les dernières lignes du manifeste. Bien entendu, nous nous attendons à être blâmés de toutes parts, de nous voir opposer que nous semblons faire fi des acquis de la civilisation, dont nous sommes nous-mêmes les rejetons, qu'une démocratie digne de ce nom, dont on respecterait les principes fondamentaux, à la lettre et en esprit, pourrait juguler bien des mots, qu'il est toujours possible de changer de constitution, etc., etc. Peut-être. Au regard des tâches qui nous attendent, quelle pertinence y a-t-il encore à distribuer bons et mauvais points, à surseoir avec des promesses qui tout à la fois flattent et éreintent l'espoir? Nous estimons quant à nous que cela revient à supposer le problème fondamental résolu, celui-là même du politique en tant que mode d'organisation des hommes fonctionnant et se nourrissant de la captation de la décision et des moyens de sa mise en œuvre, de la capture du pouvoir en sa tentation absolutiste. C'est donc de l'habitus, donc au sens bourdieusien du terme, politique dont il s'agit en tant qu'il constitue la composante de l'éthique ambiante, très grandement intériorisée par tout un chacun selon des modalités d'imprégnation fascinantes. La spontanéité de l'animal politique est à l'image de la transcendance politique qui l'institue comme pouvoir, comme fabrique du consentement extorqué. Alors, on pourra bien en appeler à une démocratie dite radicale, participative, directe. Il n'en restera pas moins que le démos, c'est du local avec des murs. Peut-être prendre le pouvoir dans une voie résolument non politique pourrait-il s'accommoder de procédures démocratiques. Mais ce ne serait faire qu'une toute petite partie du chemin si la politique à venir ne se donnait pas pour projet de transformer le politique même, donc de l'abolir en tant que tel, en tant que mode autotélique, recherchant sa propre reconduction par-delà les types de régimes politiques dont la tournerie historique ressortit à l'opportunisme politique. Et alors, il me vient juste 2 mots, mais peut-être un mot sur l'école comme fabrique d'individus soumis. Oui, tu avais, dans ta présentation de ma personne, de ce que j'avais fait, on avait sorti un livre, il était sorti en 2007, donc il avait été commencé bien avant, donc au début des années 2000. Donc ce livre s'intitule effectivement, c'est un collectif de la destruction du savoir en temps de paix. On avait passé en revue l'école, le patrimoine, l'université, c'est-à-dire tout, formation, transmission, implémentation des savoirs, on va dire du domaine public au sens large, le musée, etc. Et donc avec des gens très très compétents dans tous ces domaines. Et le constat était déjà absolument terrible. Ouais. Et si j'avais à résumer, puisque je le vis au quotidien, les dernières réformes, qu'est-ce qu'elles visent ? Elles visent, selon moi, à préparer les élèves à la gestion managériale de la société. Et comme le dit très bien Chapoutot, le management, c'est inventé que par les nazis. Faut appeler un chat. En fabriquant donc des parcours individualisés, les élèves ne se connaissent pas de groupe, pas de socialisation, donc pas de révolte, pas de revendication, chacun sur son truc, mon métier, réussir, profiter, réussir, voilà, en 2 mots. Bof. Et l'humain ? L'humain, disons que c'est ça qui est quand même un peu rassurant. Quand on réussit à... Moi, je sais que je me bats perpétuellement devant mes élèves et mes étudiants pour leur faire saisir, justement. On parle bien de saisir, je parle à la chair. Bon, on se rend bien que ça éveille des choses. Mais la logique est tellement lourde et c'est tellement peu important qu'ils vont être ressaisis, repris. Donc je me leurre pas, mais enfin bon, comme on dit, si tu as quelques petites graines comme ça, ouais, bon, voilà. Mais bon, faut pas non plus être dupe.
Merci beaucoup Jean-Philippe. Je t'en prie, merci à toi de m'avoir reçu. D'être venu. Je rappelle, le manifeste pour un avenir non politique est paru chez Unicité. Et dans la collection, je sais plus... c'est ta collection. Ma collection, donc il n'est pas sorti dans cette collection, parce que je ne publie pas dans ma collection. Ouais. Ma collection, oui, son nom c'est Imagination critique. Alors je précise une petite chose, quand on a une collection, on est considéré comme éditeur, mais j'avoue que je ne me considère pas comme éditeur, parce que un éditeur c'est quelqu'un qui va chercher des talents et promouvoir ses talents. Moi je publie des auteurs qui, à un degré ou un autre, ont des recherches, alors c'est aussi bien poésie, philosophie, théâtre, ça peut même être roman, qui tourne autour un petit peu de mes propres thèmes, mes propres recherches. Voilà, c'est quand même très centré autour de ma propre recherche. D'accord. Donc, voilà. Merci beaucoup. Merci à toi.